Bonjour Arrêt sur Image, bienvenue à Off Investigation. C'est par là que ça se passe. On s'est créé un petit peu en réaction au verrouillage du système informationnel français, puisque en fait après une quinzaine d'années de journalisme à Canal+, ça devenait très compliqué avec l'arrivée de Vincent Bolloré. Donc je me suis dit on va essayer de créer un média financé par les citoyens, c'est la seule façon d'être libre, même si on n'a pas beaucoup de sous, au moins on sera libre éditorialement, quoi. On a ce projet disons, d'aller titiller un peu modestement, complément d'enquête. Voilà. Mais c'est l'idée d'essayer de faire ce pari fou, de faire des documentaires moins chers que la télé, sur YouTube, quoi. Après une première saison d'enquête qui ont cumulé plus de 6 millions de vues sur YouTube, Off Investigation revient aujourd'hui. 7 nouveaux épisodes pour dévoiler les dernières dérives de la Macronie. De Bernard Arnault à Patrick Drahi, en passant par Vincent Bolloré, on va chercher à comprendre comment et pourquoi, derrière les apparences, la plupart de ces milliardaires relaient trop souvent la propagande d'Emmanuel Macron. Nous, l'adresse précise où on est, ça change un peu, on est un peu en sous-marin, c'est un peu discret parce qu'on n'a pas envie de se faire voler les disques durs. Et sinon, on est une petite dizaine, selon les périodes, pour faire nos saisons documentaires et gérer le site internet avec ses articles écrits. Il y a 5 ou 6 pigistes extérieurs en plus. Bah c'est bien si on a une troisième personne du Parisien. Moi, je pensais pas que vous les auriez, le Parisien. C'est pas mal, hein. Ça a bien défoncé leur actionnaire il y a 3 mois. Ouais, moi, j'ai été étonné quand même du relatif liberté de ton qu'ils avaient. Beaucoup moins peureux qu'à BFM ou quoi. Ouais, non, super, bah, tiens leur journal. BFM, tu sentais que c'était comme ça. L'investigation se réduit comme peau de chagrin, hein, puisque dans les chaînes privées, il y en a quasiment plus, ou de moins en moins, ça dérange. Et dans l'audiovisuel public, méthodiquement, année après année, on a supprimé pièces à conviction. On a voulu externaliser les reportages de compléments d'enquête et d'envoyés spécial. Ça, c'était à l'automne 2017, sous la pression de Macron. Delphine Ernotte avait aussi créé un guichet unique pour le documentaire il y a quelques années, qui consistait à dire en fait à tous les producteurs de Paris, vous devez voir la même personne qui a le droit de vie ou de mort sur vos projets. Et si on dit non, c'est non. Donc tout ça, en fait, concourt au fait que le documentaire, il est de plus en plus étouffé, il y a de l'autocensure, beaucoup de réalisateurs disent je ne propose plus des choses sur la politique parce que je sais que ça ne passera pas. Et tout ça se fait à bas bruit, et les citoyens ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'en fait, aucun de ces producteurs ou de ces réalisateurs ne peut dénoncer ça, parce que s'ils dénoncent ça, demain, ils ne travaillent plus. Deux petites choses. Tu as mis la musique à la fin, ouais, qui annonce que c'est vendredi. Ouais. C'est cool, la musique elle est bien. Je suis pas sûr que tu aies besoin de piano derrière. Je me souviens, par exemple, à Canal, quand ça a commencé à se resserrer la pression sur l'investigation, on a eu des juristes qui ont commencé à nous dire on va regarder vos documentaires toutes les semaines, au millimètre, à la loupe, parce que moi j'ai des consignes de la direction, c'est aucun procès. Alors je veux être sûr qu'il n'y a pas de procès, c'est bien que tu n'en parles pas en fait. Ça serait plus simple, comme ça on n'aurait pas de procès. Et la logique de ça, au bout d'un moment, c'est en fait, on va carrément pas faire le documentaire, comme ça on est sûr qu'on n'a pas de procès. Sauf que dans ce cas-là, on fait plus rien. Si on se trompe sur un micro-truc, même 1% du propos, c'est terrible, parce qu'après... les gens qu'on met en cause vont s'engouffrer là-dedans pour dire vous voyez, c'est pas crédible, c'est un complot, etc. Donc on est obligé de faire super attention. Et c'est vrai que ça c'est difficile avec peu d'argent parce que peu d'expérience, on essaye de prendre du temps, mais donc nous on fait des documentaires en 4-5 mois s'il faut. On en fait moins, tant pis, on prend le temps, mais il faut que ce soit bien, quoi. On n'a pas le choix. Macron supprime l'ISF. Bon, ça avantage, je dis n'importe quoi, 1% des Français et ça handicape 99%. Comment la presse, le Parisien, les Échos, je sais pas quoi, BFM, comment ils traitent ces mesures? Est-ce qu'ils disent oh là là, ils favorisent beaucoup les 1% des plus riches, ou est-ce qu'ils disent formidable, ils libéralisent l'économie? On est sur un projet, on trouve que c'est un sujet qui monte, sur Emmanuel Macron et la presse. On sait qu'il a eu une relation tumultueuse avec les journalistes, une relation intime et particulière avec les grands propriétaires de presse de ce pays. Ça va aller de la complicité des macronistes avec les médias du groupe Bolloré. On va explorer dans d'autres épisodes sa relation très particulière qu'il a avec les journalistes. On pense au déménagement de la salle de presse qui avait fait pas mal de bruit en 2017, etc. Et on peut le faire parce qu'on ne dépend ni de France Télévisions, ni des annonceurs privés, ni de personne. On s'en fiche si c'est avec ce président, donc on y va. Ça contamine, hein, Après, il y a un monsieur qui peut raconter ça. Toi, tu m'avais dit que tu étais OK, pas courir. En fait, il dit qu'il y a un côté un peu libéraliste de Macron de dire oui, ils ont le droit d'être d'extrême droite, d'autres médias seront différents, ils vont s'autoréguler. Et en fait, ça marche pas parce que vu que CNews marche, les autres médias s'alignent avec eux. Et donc aucun ne vont dire, on va dire l'inverse pour marcher, parce qu'ils vont juste suivre naturellement ce qui marche. Et donc tout le monde devient de plus en plus de droite, c'est ce qu'il m'explique. Et ça, je pense, ça peut faire le propos et ensuite amener les autres médias à montrer qu'ils font de plus en plus pareil, peut-être. En tout cas, il y a un retour réac très net, poussé par Bolloré, mais qui contamine du coup un peu plus largement.
Et je pense que la mécanique de base, c'est à un moment donné, une fois qu'on a posé ça, parce qu'effectivement c'est un peu connu, puis une fois qu'on aura donné 10 exemples, on ne va pas y passer 1 heure. C'est ça. Ouais. Derrière, c'est OK, qu'est-ce qu'ils foutent, ceux qui sont censés faire respecter les règles. C'est sur toutes les bouches de tous les journalistes comment Macron danse avec Bolloré. Et personne ne peut faire un putain de film là-dessus parce qu'aucune chaîne de télé va s'aventurer. Ça va être. Enfin, personne arrive à comprendre pourquoi Macron fait autant de courbettes aux médias de Bolloré, quoi. Sur la crise de confiance dans les médias en France, sur le fait que beaucoup de citoyens ne croient plus forcément la presse, etc. Souvent, c'est présenté dans la profession comme quelque chose de très embêtant, c'est une vraie crise, c'est un vrai problème, il faudrait convaincre les gens, ils sont bêtes, il faudrait leur dire « mais non, mais nous on est gentils, les journalistes ». Bon, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je pense que la crise de confiance de la presse est méritée, je pense que la colère des citoyens, elle est en dessous de ce qu'elle devrait être, et je pense que plus les gens vont être critiques à l'égard des grands médias instrumentalisés, etc., plus ça va être bon pour les médias indépendants. Et donc moi je dis aux gens, vous avez raison, ne gobez pas n'importe quoi, soyez critiques, regardez qui paye les journalistes dont vous lisez les articles, ça ira beaucoup mieux.